Bonjour les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Dumbi Marquez et je propose du contenu en rapport avec la procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France par le biais des épreuves de vérification des connaissances. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet important, le processus de préparation à ce concours qui est très sélectif. Et donc j'ai concocté quelques astuces intéressantes à te proposer pour que tu te prépares de manière efficace. C'est une vidéo qui tombe à point nommé parce que nous sommes en début d'année dans quelques jours et que le concours se déroule en fin d'année, ce qui nous laisse une période d'environ 11 mois pour se préparer à cette échéance ô combien importante. Et donc, suis la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions, laisse-les sur la barre de commentaires et puis abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. À connaître avant d'aller passer les épreuves de vérification des connaissances. Il s'agit premièrement des instructions sur le concours. Vous savez que j'ai fait une vidéo là-dessus pour l'inscription. Vous pouvez la regarder. Le deuxième élément à savoir, ce sont les instructions à proprement parler. Et là, je veux dire un mot. C'est qu'il y a deux épreuves que vous allez passer. Il y a la vérification des connaissances théoriques et la vérification des connaissances pratiques. En gros, les connaissances théoriques, ce sont des questions de cours du style citer les étiologies d'une HTA secondaire, quelles sont les complications chroniques du diabète, quelles sont les complications aiguës du diabète, de l'hypertension ou peu importe, en tout cas ce genre de questions. Et enfin, les connaissances pratiques, ça sera des cas cliniques, voyez-vous. Et donc, toutes ces deux épreuves se dérouleront le même jour et ça dure 2 heures pour chaque épreuve. Et entre les deux épreuves, vous avez une pause de 2 heures également, qui vous permettra de vous ravitailler, manger un truc ou sinon réviser quelques trucs aussi. Alors, chaque épreuve est notée sur 20 points. Et à la fin, vous aurez une moyenne sur 20 également. L'objectif, en tout cas, c'est d'avoir la plus grande, la plus haute moyenne possible pour vous. Un élément important à souligner ici, c'est qu'il y a aussi des notes éliminatoires. Donc, dès que vous avez une note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves, vous êtes d'ores et déjà disqualifié pour la suite. Et enfin, la tricherie. Je sais que les médecins ils ne trichent pas, mais en tout cas, il faut éviter de se faire soupçonner de tricherie si vous avez quelque chose avec vous, des documents, des montres, un téléphone, des montres connectées, je voulais dire téléphone et tout ça, votre examen sera tout de suite annulé, vous serez conduit hors de la salle et puis vous risquerez également des poursuites judiciaires pour ça. Donc à éviter. Ensuite, nous avons le deuxième point. Alors, le programme. Quel est le programme sur lequel se fonder pour préparer ces examens? Je veux dire simplement qu'en regardant ou en parcourant le site du CNG, je n'ai pas vraiment trouvé un programme. Il est décrit par exemple, le programme du 2S de médecine interne, mais qui est un programme qui est très long, vous savez, c'est tout un 2S, ça prend entre 4 et 5 ans. Donc, je ne pense pas que ça soit véritablement ça le programme sur lequel vous devez vous baser. Bien que plusieurs questions sur la médecine interne reviennent, telles que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Horton, en tout cas les pathologies auto-immunes, ça revient souvent. Mais il y a d'autres sources que vous pouvez utiliser. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder la Haute Autorité de Santé de France qui fait des recommandations de bonnes pratiques. Et également, il y a les collèges des enseignants. Les collèges des enseignants, dans chaque discipline, il existe des collèges des enseignants de cardiologie, de neurologie, de dermatologie, de pneumologie, à peu près toutes les disciplines. Et enfin, vous avez les sociétés savantes européennes telles que l'ESC, the European Society of Cardiology, qui en fait également des recommandations, mais qui seront quelque part relayées par la HAS. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir toutes ces sources et de pouvoir les utiliser. Très intéressant, les annales. Quand vous allez sur le site du CNG,
vous allez voir quelque part, il y a les annales. Donc là-dedans, vous trouverez les sujets de toutes les années depuis le début du concours en 2009 jusqu'à l'année dernière en 2021. Donc vous pouvez les télécharger librement, gratuitement et vous entraîner. Pourquoi? Parce que la plupart des sujets reviennent souvent. Donc c'est important. Ensuite, vous avez la préparation à proprement parler. Comment se préparer? Alors là, j'aimerais mettre un accent particulier sur l'organisation au cours du temps. Vous voyez, vous avez à peu près 10 ou 12 mois ou 11 mois en tout cas. Il ne faut pas aller vite en besogne. Il ne faut pas être non plus trop lent au risque de se démotiver, mais en tout cas prendre un rythme régulier. Pas de fibrillation atriale qui est une tachycardie irrégulière, mais il faut un rythme vraiment régulier. Moi, je recommande au début, par exemple, de prendre un thème par semaine. Et au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date butoir, vous pouvez augmenter votre rythme, en tout cas jusqu'à arriver au moins tous les jours réviser un thème particulier ou deux, en tout cas traiter des sujets en rapport avec les EVC. Ensuite, pour ceux qui sont à l'hôpital, qui travaillent, moi ce que je peux recommander, c'est d'essayer de faire des liens entre ce que vous faites en pratique et ce que recommande la HAS, qui est vraiment la haute autorité de santé, c'est-à-dire que toutes les recommandations qui se font en pratique en France, elles sont publiées sur ce site. Donc, la manière de traiter peut être différente d'un pays à un autre et donc pour la France, la référence, c'est la HAS. Ensuite, vous avez les fiches. Moi, ce que j'utilisais, c'était des fiches que je constituais tout seul. Vous prenez des flashcards, que je les appelle. Vous écrivez sur le recto la question et sur le verso, vous mettez la réponse. Ça, c'était intéressant parce que ça te permet d'arriver, lorsqu'on est proche de l'examen, de pouvoir réviser assez facilement et très rapidement. Ensuite, pendant que vous préparez, il est intéressant également de traiter des cas cliniques. Vraiment, il faut toujours mélanger les deux. Mais les cas cliniques transversaux, c'est bien parce que ça part d'un cas clinique qui va englober de la cardiologie, de la néphrologie, de la métabo et un peu tout ça pris ensemble. Ça permet d'avoir une vision vraiment très globale. Ensuite, il y a les hypertombables qu'il ne faut pas négliger. Alors, les hypertombables, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les sujets hypertombables, mais vraiment, ce sont des sujets qu'il faut maîtriser, d'accord, tels que les anémies. Il y en a plein d'autres, l'hypertension artérielle et le diabète se couplent, ça manque presque jamais. Donc, à reviser coûte que coûte. La gestion du temps. Moi, ce que je recommande, c'est de s'entraîner avant l'examen, de pouvoir traiter les sujets qui sont proposés en 2 heures le jour de l'examen, mais en 1 heure au maximum. Sinon, au mieux, traitez-les en 1 heure ou 1h30. Pour que le jour de l'examen, avec le contexte de stress et puis tout ce qui entoure cet événement, qu'avec une marge d'erreur de 30 minutes, que vous puissiez finir dans les temps impartis. Et ensuite, le jour de l'examen, pour pouvoir bien gérer le temps, il faut prêter attention au brouillon. Parce qu'il y a des collègues qui, quelquefois, écrivent encore toutes les réponses sur leur brouillon avant de les transcrire sur le cahier qui est donné le jour de l'examen. Ça, c'est une erreur monumentale. Et il faudrait donc noter sur le brouillon que les éléments importants, tels que les mots-clés, que vous avez peut-être peur d'oublier, d'accord? Et ensuite, si vous avez un doute sur un diagnostic, le temps de réfléchir, poser 2-3 hypothèses et puis voir un peu lequel colle le mieux, vous pouvez le faire sur le brouillon. Sinon, dès que vous avez la réponse, vous êtes sûr de vous, il faut aller franco, vous mettez tout sur la copie. Ensuite, je recommande également d'avoir une vue d'ensemble sur tous les sujets. Donc, lire du début à la fin, en 3-4 minutes, bon 4 minutes peut-être un peu trop, mais en tout cas en 3 minutes, vous pouvez avoir une idée sur quels thèmes ont été abordés. Est-ce que c'est de l'hypertension, est-ce que c'est du diabète, est-ce que c'est des infections, pour que vous puissiez débuter par le sujet qui apparaît le plus abordable pour vous. Et lorsque vous traitez les sujets, notamment les cas cliniques, même les questions théoriques, en tout cas, il faut répondre
pas être en train de construire de longues phrases, nous allons répondre à ceci, ceci est défini par cela. Non, il faut aller direct sur la réponse que vous voulez noter et marquer les mots clés. Par exemple, un patient qui est admis pour un coma cétoacidosique, vous devez savoir que ce patient doit être hospitalisé dans un service de soins intensifs ou de réanimation. C'est un patient qui doit être conditionné, c'est un patient qui doit recevoir de l'insuline, qui doit être réhydraté. Ça, c'est vraiment des mots-clés qui ne doivent jamais manquer. Et enfin, sur la gestion du temps, il est très important d'être concentré parce que le jour de l'examen, généralement, vous êtes mis dans une salle mais vraiment énorme et que vous pouvez être distrait ou un peu impressionné par rapport à cela. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas s'occuper de son voisin, mais d'être plongé dans son cahier, d'être vraiment, vraiment focus sur ce que l'on fait, sinon on est distrait. Enfin, pour finir, j'aimerais simplement aborder ces petits points de réflexion que moi j'ai fait personnellement, parce que je me suis rendu compte que toutes les situations pratiques auxquelles on est confronté vont être résumées par ce petit tableau. Donc, il y a d'un côté les activités que le médecin doit faire et de l'autre côté les dimensions de soins, c'est-à-dire les soins que l'on peut apporter ou ceux pour lesquels le patient peut venir nous voir. Donc, le malade peut arriver parce que pour la promotion de la santé, pour de la prévention de la maladie, pour une affection aiguë, une pathologie chronique, dans un contexte psychosocial qui est particulier, et le médecin a lui d'évaluer tout ça, de poser un diagnostic, de faire sa prise en charge et surtout, très important, de communiquer avec le malade. Donc, voilà, pour prendre un exemple, j'ai sélectionné là, j'ai choisi la BPCO. Par exemple, un patient qui venait pour une dyspnée, des crachats en tout cas, vous évaluez cliniquement le malade, vous faites une radio et tout ce que vous voulez, vous posez le diagnostic d'une exacerbation de BPCO, voyez-vous, et que vous faites par exemple la spirométrie, vous tombez sur le diagnostic d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc la prise en charge curative ici de cette affection aiguë consistera donc à prescrire des bronchodilatateurs et tout ce que vous connaissez. En ce qui concerne la communication pour ce patient, voyez-vous, en ce qui concerne la promotion de la santé, vous devez noter que ce patient doit subir un sevrage tabagique, doit avoir une alimentation équilibrée, il doit avoir à pratiquer de l'exercice physique de manière régulière. Et en ce qui concerne la prévention de la maladie, vous devez être en mesure de dire que ce patient doit avoir de la vaccination, le vaccin contre la grippe chaque année, au vaccin contre le pneumocoque tous les 5 ans. Et puis, en ce qui concerne justement l'affection chronique, parce que c'est une pathologie chronique, il faut donc poser ce qu'on appelle faire une consultation d'annonce du diagnostic, où vous devez informer le malade de cette pathologie et de comment ça évolue, et donner donc une information claire, loyale et appropriée, et dans un cadre toujours d'empathie. Et ne pas oublier surtout les aspects psychosociologiques ou psychosociaux tels que vous voulez, les syndromes dépressifs qui va avec la maladie, une pathologie chronique comme le diabète ou l'HTA, ça peut toutefois s'accompagner donc d'une dépression. Et donc, il faut pouvoir la dépister ou en tout cas évaluer cet état et puis proposer une prise en charge adaptée avec du soutien psychologique, proposer aux malades de voir les associations des malades qui souffrent de la même pathologie. Et donc, tout ça là, c'est très important et quelquefois, on peut poser une question juste en ce qui concerne la communication. Comment est-ce que vous annoncez le diagnostic? Comment est-ce que vous faites ci, vous faites ça? Très important. Donc, ça va finir par là pour dire simplement que il faut avoir confiance en soi parce que sinon on n'arrive à rien faire. Donc j'ai fini avec cette vidéo pour ne pas que je m'éternise. Si vous avez des questions, laissez-les moi dans l'espace qui est réservé pour ça, les commentaires, et je m'attellerai à y répondre. Merci et ciao.